giovanotti in cerca di scambiare a volti patrioti valori a cristà un sogno cittadella un buli a stanciare un'idea zitella di tempi e tempi fa. Merci, moi je suis très reconnaissant de cette invitation qui me permet de revenir en Corse après tant d'années. L'époque où je fréquentais la Corse est une époque antérieure à la date de naissance de la plupart d'entre vous. Donc vous voyez tout de suite qu'on est dans la longue durée, hein, ce que Fernand Braudel appelait la longue durée braudélienne, qu'on utilise aussi pour l'histoire de la Méditerranée. Donc c'est un très grand plaisir. Moi je suis, alors j'ajouterai à ce que vient de dire Jean Castella que je suis un historien de formation qui a fait de l'archéologie parce que c'est dans l'archéologie que se trouvent les sources de ma réflexion. Donc je suis devenu archéologue après. Beaucoup de gens aujourd'hui considèrent que je suis archéologue et ça ne me pose pas de problème d'ailleurs, mais ça m'a montré au fil des années que nos découpages, et ça peut-être les plus jeunes d'entre vous doivent l'avoir bien en tête, que les découpages entre les champs du savoir qu'on appelle les disciplines sont des découpages artificiels, hein, dont la plupart sont nés à la fin du XIXe siècle, même si Aristote avait commencé le mouvement il y a bien longtemps, et que donc on s'aperçoit au fil des années que ces découpages ils ne permettent pas de régler les problèmes au fur et à mesure qu'on avance dans la recherche, et que donc il faut taper non seulement dans l'histoire, dans l'archéologie, mais dans bien d'autres sciences. Tout à l'heure, peut-être on aura l'occasion de toucher des questions d'anthropologie culturelle ou autres. Voilà, donc tout ça, il faut l'avoir en tête, surtout quand on parle d'un sujet comme celui que je vais traiter devant vous, qui cherche à approfondir le thème de la mobilité dans les espaces maritimes méditerranéens. Ça semble une question a priori assez simple. Les gens qui se déplacent, il y en a encore aujourd'hui, vous le savez, pour des motivations qui peuvent être différentes. Mais quand on regarde le passé, je vais, moi, me centrer beaucoup plus sur les siècles 7e, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, donc en tout cas l'époque pré-romaine, on se rend bien compte, en tout cas ma génération, s'est bien rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on approfondissait les problèmes ne se simplifiaient pas, mais devenaient plus complexes. L'approfondissement, c'est pas la lumière tout d'un coup qui vient et qui simplifie tout. La simplification, elle est souvent le résultat de notre ignorance. Et dès qu'on entre dans la connaissance et qu'on essaie d'analyser plus profondément les choses deviennent plus complexe parce que la vie des sociétés et la vie des individus est quelque chose de particulièrement complexe, vous le savez aujourd'hui, même s'il ne faut pas plaquer la société contemporaine que nous vivons à ces siècles passés, parce qu'il y a beaucoup de différences structurelles, et on essaiera d'en voir quelques-unes. Il est évident que toutes les sociétés sont complexes par rapport au contexte dans lequel elles vivent. Voilà, alors vous direz, faire beaucoup de recherches pour arriver à dire c'est toujours plus compliqué, est-ce que c'est très valorisant? Oui, parce que chemin faisant, à travers cette complexité, on voit sortir des problèmes qu'on ne soupçonnait pas. Alors je prends un exemple simple dans cette petite introduction. En 1960, François Villard fait une thèse sur la céramique grecque de Marseille et il essaie de montrer, en étudiant la céramique grecque trouvée dans les fouilles de Marseille, qu'à travers cette céramique, on peut reconstituer les rythmes économiques de la ville grecque de Marseille au VIe et au Ve siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est une idée complètement neuve.
son livre prend comme sous-titre « Essai d'histoire économique ». Alors, c'est un peu une provocation, parce que les économistes disent « Attendez, l'économie, ça ne se fait pas avec des morceaux de poterie trouvés au fil des fouilles ». Et aujourd'hui, on peut dire que, même si cette méthode, vous allez le voir, était très grossière d'une certaine manière, comme sont toujours les études qui sont pionnières, parce que par définition, elles entrent dans un champ du savoir et elles ouvrent une brèche, et donc elles ne peuvent pas prendre en considération toutes les nuances qui viendront par la suite. Eh bien, aujourd'hui, le livre de François Villard, je vous en recommande toujours la lecture, parce que les chercheurs spécialistes de Marseille ne sont pas beaucoup allés au-delà de ce cadre général qu'il a tracé. Certes, il y a eu des approfondissements, il y a eu des détails qui sont venus, etc. Mais le cadre général n'a pas été bouleversé. On ne peut pas dire aujourd'hui, ah ben Villard s'est complètement trompé, les rythmes économiques de la ville de Marseille, tels qu'on croit les connaître aujourd'hui, hein, il y a encore du chemin à faire, les plus jeunes d'entre vous verront sûrement encore des changements, eh bien, ils n'ont pas du tout mis en difficulté la thèse de Villard. Alors, dans cette vision qui était pionnière, la distribution de la céramique à travers la Méditerranée pouvait refléter des questions économiques. Et le mot qu'on employait le plus souvent à l'époque, qui est un mot encore utilisé aujourd'hui, c'est le commerce. Tout ça, c'est du commerce. Aujourd'hui, vous verrez, je vais essayer de vous montrer que c'est plus du tout comme ça qu'on voit les choses. Mais en même temps, ça a été notre point de départ. Et notre point de départ qu'on a du mal même encore à dépasser, et certains y sont encore attachés. Pour faire bref, et il faut savoir qu'indépendamment cette fois-ci de l'archéologie et de la céramique, les historiens de l'Antiquité, les historiens de l'économie antique travaillaient depuis longtemps sur l'économie antique, ça va de soi, et en particulier depuis la fin du XIXe siècle, où il y a eu en Allemagne un grand conflit entre des gens qu'on appelait les primitivistes et des gens qu'on appelait les modernistes. Certains d'entre vous ont entendu parler de cette polémique, qui d'une certaine manière existe toujours aujourd'hui, même si elle s'est beaucoup transformée et ces mots ne sont plus adaptés. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que d'une part, il y avait des chercheurs, historiens, qui voyaient l'économie antique comme des grands mouvements. On est à l'époque de la révolution industrielle, en Allemagne, mais en France aussi, fin 19e. Et donc, vous voyez ça comme une préfiguration des grandes interactions économiques qui se passaient dans ce contexte de la fin du 19e siècle. Ça, c'était les modernistes, c'est-à-dire que être moderniste, d'une certaine manière, c'est voir l'Antiquité à travers nos yeux d'aujourd'hui. Alors certes, l'histoire, vous le savez, n'est pas quelque chose d'objectif. Nous tous, quand nous pensons avec notre cerveau tel qu'il a été formé par nos expériences successives. Et donc, il n'y a pas d'objectivité historique au sens strict du terme. C'est une subjectivité inconsciente que nous avons. Mais eux, les modernistes de l'époque, ils parlaient de l'industrie de Corinthe, par exemple. Le mot industrie... c'est lourd de sens, hein, parce que, bien évidemment, à Corinthe, au 7e siècle avant Jésus-Christ, il n'y avait pas une industrie au sens où on l'entend aujourd'hui. Et les primitivistes, au contraire, par réaction, ils étaient profil bas, si je peux dire, et ils expliquaient que tout ça, c'était pas grand-chose. Il y a peut-être quelques barques qui circulaient avec 3 vases à bord, et que dans ces sociétés primitives, mot qu'ensuite les anthropologues ont utilisé aussi pour décrire des sociétés extra-européennes, on en parlera peut-être tout à l'heure, eh bien, encore une fois, c'était pas grand-chose. Donc, opposition entre des gens qui exagèrent et des gens qui sous-évaluent. On peut dire ça comme ça. Ce débat, il a évolué au fil du temps, il s'est transformé, mais en nous, il y a toujours quelque chose de cette époque-là. Autrement dit, il y a encore
des savants autant. Alors, je parle de gens qui sont sérieux, hein, je parlerai que des gens sérieux aujourd'hui. Il y a des collègues, par exemple en France, mais pas seulement, aux États-Unis en particulier, parce que l'école américaine de ce côté-là est très en pointe, qui considèrent que c'est pertinent de lire le passé à la lumière du présent. Alors, ils ne font plus les excès de l'époque, hein, ça va de soi, mais ils partent de l'analyse des réalités contemporaines en matière économique en particulier pour essayer de comprendre le passé en tenant compte, bien sûr, des données du passé. Et puis, il y a toujours les gens qui freinent dans l'autre sens et qui sont, on peut dire, les héritiers des primitivistes, même si, évidemment, ils ne vont pas à ces excès. Alors, pour permet cette introduction, je dirais que voilà, ça c'est un cadre général. Et puis ensuite, quand on rentre dans les sujets particuliers, on va voir qu'il y a des tas de choses qui interfèrent. Parce que, pour le dire d'un mot, c'est pas parce qu'on va trouver deux vases qui se ressemblent et qui sont manifestement sortis du même atelier, si tant est qu'on en ait la preuve. Faisons comme si. Deux vases identiques, dont on dit qu'ils sont sortis du même atelier. Un qu'on retrouve en Corse et l'autre qu'on retrouve en Crète. Je prends des exemples au hasard. Bon, on ne va pas dire... On a eu tendance, devant un cas comme ça, dans le passé, la tentation de dire « Ah, il y a un commerce entre la Crète et la Corse ». Bon. Eh bien, on s'est aperçu que, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, que la présence de ces deux vases peut s'expliquer de 50 manières. On va essayer d'en voir certaines tout à l'heure. Et de ne pas mettre un fil rouge direct entre ce vase hypothétique de Crète, pour mon exemple, et ce vase hypothétique de Corse. Voilà. Alors, on commence avec les images maintenant. Et sur cette carte que Jean Castella a eu l'amabilité d'ajouter à mon modeste PowerPoint, qui est un PowerPoint pédagogique que j'ai fait par la suite, vous voyez que la Méditerranée, et alors, vous voyez en particulier que pendant longtemps, on a eu du mal à cerner, pour les siècles dont je parle, les routes maritimes. Alors, les routes maritimes, c'est un concept bien particulier. Vous avez tous sûrement pris une fois le bateau dans votre vie. Et quand on est à l'arrière d'un bateau et qu'on regarde derrière soi, on voit la trace que laisse le bateau. Mais si on regarde un peu plus loin, on s'aperçoit que cette trace, elle disparaît rapidement. Bon, donc les routes maritimes, par définition, elles ne laissent pas de traces. Ou plutôt, les traces sont volatiles. Et donc, pour nous, d'arriver à retrouver les traces les routes maritimes, c'est-à-dire les parcours préférentiels, je dirais, préférentiels, utilisés à un moment donné par certains navigateurs pour rejoindre un point à un autre de la Méditerranée, ces routes, c'est pas très facile de les cerner. Et en particulier, pendant longtemps, on a fait une erreur qui est la suivante. Parlons un instant des Phéniciens, j'en parlerai plus par la suite, non seulement parce que la Corse n'est pas concernée, mais parce que c'est un peu trop par rapport à mon sujet d'aujourd'hui. Bon, les Phéniciens, ils viennent, comme vous le savez, de l'actuel Liban, et on sait qu'ils sont allés vers l'Occident, qu'ils ont navigué vers l'Espagne méridionale. Et donc, en regardant une carte, quand on n'a pas d'a priori, le trajet le plus simple, c'est de dire ils descendent sur l'Égypte et puis ils suivent toute la côte nord de l'Afrique jusqu'au détroit de Gibraltar. Et en particulier, ce qu'on savait et ce qu'on sait toujours, c'est que l'endroit qui les intéresse est situé immédiatement au-delà du détroit de Gibraltar, dans un endroit qu'on appelait dans l'Antiquité Tartessos, qui était un lieu riche en mines, et en mines d'argent, et pas seulement d'argent. Bon. Donc l'objectif de cette mobilité était la recherche des minerais. Je ne rentre pas dans ce sujet qui, à lui seul, mériterait une conférence. Bon, donc ce parcours semblait ne pas poser de problème. Aujourd'hui, on sait que c'est complètement faux. Pour une raison simple, qu'on aurait dû
voir dès le départ, c'est que les vents et les courants font de cette côte nord de l'Afrique un bon itinéraire de retour quand de Gibraltar on veut venir en Orient, parce que là, les vents et les courants, vous savez qu'on est évidemment à avoir la navigation à moteur, donc les vents et les courants sont fondamentaux pour la bonne navigation, et que autant c'est bon pour revenir, autant c'est mauvais pour aller, hein, parce qu'évidemment, on a les vents et courants contraires. Et donc, à cet itinéraire apparemment simple sur le plan géographique, il a fallu en substituer un autre qui est venu à la lumière progressivement par la suite, qui est par Chypre, par Rhodes, par la Crète, par la Sicile, par la côte sud de la Sicile, la côte sud de la Sardaigne, la côte ouest de la Sardaigne, les Baléares, la côte andalouse, et on redescend. Alors, ce n'est pas évident, vous me direz, en particulier parce qu'il y avait cette idée que c'est quand même plus confortable de suivre les côtes que de s'éloigner des côtes. Et ça, c'est certain, que les anciens répugnaient à s'éloigner des côtes. Et qu'en particulier, ce passage dans la mer Égée, ça va bien. Là, on a toujours plus ou moins la terre en vue. Mais de là à là, bon, surtout par là, on n'a plus rien. Mais je vous fais observer que les anciens, les géographes anciens, assez vite ont donné à des portions de la Méditerranée des noms. Ils les ont baptisés. Nous aussi, hein, on les a baptisés. Mais ils ne les ont pas baptisés de la même manière que nous les baptisons aujourd'hui. Par exemple, pour eux, il existe une mer de Sicile. Alors là, mer de Sicile, d'accord, mais cette mer de Sicile, elle va jusqu'à la Crète. Alors on dit, comment ça se fait qu'il y a un nom qui unit la Crète à la Sicile? Aujourd'hui, ça me semble bien loin tout ça, avec aucun rapport. Parce que précisément, il y a une unité de navigation. Il mare siculum rejoignait la Crète à la Sicile. Alors vous voyez que dans ce contexte-là, non seulement c'est une explication, je le dis en passant, puisqu'on est ici en Corse, que la Corse est en dehors de ce circuit-là, parce qu'elle est trop au nord. Mais ça explique que, par exemple, on ait beaucoup d'implantations phéniciennes sur la pointe de la Sicile ici, sur la base sud de la Sardaigne, Cagliari, comme vous savez, et sur cette côte de la Sardaigne jusqu'à Taros, qui est sous le S de Sardes, tel qu'il est décrit ici. Et ça explique aussi que dans les années 50, nos collègues espagnols et allemands, fouillant dans ce secteur-là, sur la côte méditerranéenne de l'Andalousie, aient trouvé toute une série de sites majeurs, Toscanos, Trajamar, Almuñécar, Yardin, etc., des sites phéniciens, qui avaient une importance parce qu'ils étaient sur la route, comme je l'ai expliqué, qui allait vers Saint-Tessos, et par l'itinéraire sud de l'Afrique, leur présence aurait été inexplicable. Voilà, donc ça a pris de la cohérence. Alors vous me direz, il reste un problème, et je m'arrêterai après, je passerai à autre chose ensuite, parce que je suis obligé de faire des flashs un peu, pour ne pas vous ennuyer quand même trop longtemps. C'est de dire, mais alors, d'accord, en Sardaigne, il y a des sites phéniciens qu'on connaît bien, mais sur la côte de la Sicile, à part la pointe tout à fait ouest de la Sicile, il n'y en a pas. Et là, c'était oublié que d'une part, Thucydide, qui est un historien grec sérieux, hein, un des historiens grecs les plus sérieux, qui vit au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc pour nous, relativement peu après les événements dont on parle, puisque je parle des 2 siècles juste antérieurs, qui est plus ou moins contemporain d'Hérodote, si vous voulez, c'est les 2 figures majeures de l'historiographie grecque de l'époque classique. Eh bien, Thucydide dit, dans un texte qui a suscité des milliers de commentaires, les Phéniciens étaient d'abord installés sur toutes les côtes de Sicile, et à l'arrivée des Grecs, ils se
il se replie sur la pointe ouest. Alors, tout le monde a dit, Thucydide s'est probablement trompé, ou il voulait parler des Carthaginois, plus tard il parle des Phéniciens, etc., etc. En fait, Thucydide, il avait probablement raison. Simplement, on a oublié qu'il y avait des sites phéniciens sur la côte sud de Sicile. Alors vous me direz pourquoi on a oublié qu'il y avait des sites phéniciens sur la côte de Sicile, et on n'en connaît pas de fait, alors qu'on les connaît en Sardaigne. Mais pour une raison bien simple. C'est parce que sur les côtes sardes, les sites phéniciens de l'époque ont été continués par des sites puniques, puis par des sites romains. Si vous êtes allé à Nora, si vous êtes allé à Taros, ce sont de grands sites romains à l'époque romaine, donc avec des vestiges monumentaux. Et donc la recherche archéologique, bien sûr, les a repérés tout de suite, parce que les sites romains, ils laissent des traces monumentales qui sont facilement repérables. Alors que sur la côte sud de la Sicile, ce qui est venu après, à savoir les sites grecs, puis les sites romains de Sicile, ne se sont pas implantés sur les mêmes endroits. Et donc, je ne sais pas si un jour, peut-être, l'un d'entre vous, dans 20 ou 30 ans, se dira il n'avait pas forcément tort, parce qu'on a repéré maintenant. Alors, je ne prends pas le pari qu'on va trouver des sites phéniciens en Sicile, mais qu'est-ce qu'on appelle site phénicien en Sicile? Alors, c'est un autre volet dans mon raisonnement. Là aussi, il ne faut pas être... Il ne faut peut-être pas exagérer dans le primitivisme, mais il ne faut pas être moderniste. Quand on dit des villes, c'est une chose. Des villes grecques, ça peut être des villes de 100 hectares comme Sybaris, ça peut être des villes de 60-80 hectares comme Syracuse, ça peut être des villes... Bon, on parlera d'Aléria tout à l'heure, c'est beaucoup plus petit, mais parce qu'on est à une époque où le système a changé. Mais les sites phéniciens dont on parle, pour cette époque-là, c'était des sites peut-être de 2 hectares. De 3 hectares, peut-être même pas. C'était des points d'appui, qu'on appelle maintenant des emporias. Bon, sur ce terme, on y reviendra tout à l'heure peut-être. C'est un terme grec parce que on a toujours un débat sur les mots dans nos langues modernes, que ce soit le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais ou l'allemand. On n'a pas des mots qui sont forcément adaptés pour décrire des réalités qui n'existent plus depuis longtemps. Alors, il est commode de prendre des mots grecs, parce que emporion, on sait que c'est un mot qu'on utilisait, Hérodote l'utilise au 5e siècle. Est-ce qu'il reflète bien la situation de 2 siècles avant des Phéniciens? Pas forcément, mais quand même, c'est plus proche par rapport à notre terme moderne d'aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas. Alors, si on ne dit pas ville, on dit quoi? Ville ou cité? Bon, cité pour le monde grec, ville en général. Après, qu'est-ce qu'on dit? Port. Port, ça peut être Amsterdam ou Marseille aujourd'hui, mais ça peut être aussi 3 bateaux de pêche sur une plage. Bon, donc là, on a un problème de vocabulaire qui est récurrent. Voilà, donc par ce seul exemple, on voit que déjà, au niveau des circulations, on s'est aperçu qu'on pouvait progresser. Et d'autre part, on s'est aperçu qu'un instrument qu'on utilisait pas mal, nous, dans le passé, quand j'étais étudiant, c'est-à-dire dans les années 60, c'était les cartes de diffusion. Alors, on a un type de céramique, on va repérer partout où il a été découvert, et puis à partir de là, on va se rendre compte un peu, on va essayer de voir si ça a un sens au niveau économique. Ça marchait pas bien. Ça marchait pas bien, pourquoi? Parce que finalement, on s'est aperçu que ces cartes, qu'est-ce qu'elles reflétaient? Elles reflétaient l'endroit où on avait ouvert des champs de fouilles. Alors, s'il y avait des endroits, des secteurs de la Méditerranée où on n'avait pas fouillé, on n'avait rien. Et s'il y avait des endroits où il y a eu beaucoup de fouilles, on en avait. Bon, donc vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelait, un terme négatif et qui est toujours resté négatif, le diffusionnisme. Le diffusionnisme, c'est de voir tout de suite, sans entrer dans le détail des choses, des répartitions qui sont des répartitions qui peuvent être dues au hasard de la recherche et qui, en tout cas,
n'ont pas forcément de signification. On peut avoir, on peut bien tomber, mais on peut aussi mal tomber. Alors, essayons de progresser un peu. Alors, j'avais commencé par une plaisanterie qui était... Vous savez, à Marseille, il y a encore des cars qui s'appellent les cars phocéens. Je parlerai demain peut-être de ce sujet de manière plus en détail, mais la mobilité phocéenne, c'est une mobilité qui existe, puisque Phocée est une ville d'Asie mineure, vous le savez, et qui, au VIe siècle, fonde Marseille, donc elle est célèbre pour ça, qui est réputée pour avoir fait quelque chose à Aléria, à Alalia, vous le savez aussi, mais là aussi, on a fait une révolution un peu de palais, mais je ne rentre pas dans le détail de ça aujourd'hui, qui est de montrer que Phocée est une ville qui, d'une part, à un moment donné, sous la pression des Perses, a vu une partie de sa population en plusieurs fois émigrer, d'où la fondation de Marseille, d'où peut-être quelque chose à Alalia, d'où la fondation d'Emporias en Espagne, et d'où, ensuite, par ricochet, la fondation de Velia en Campanie, d'Élée, l'Élée grecque qui deviendra la Velia romaine. Mais les Phocéens sont surtout des gens qui transportent, et pas des gens qui exportent. Alors ça a été un clivage, les historiens me comprendront tout de suite. Nous, on n'avait pas la capacité, nous et nos prédécesseurs, quand je dis nous, c'est pas un pluriel de majesté, attention. Nous, nos prédécesseurs, on n'arrivait pas à distinguer le transporteur de l'exportateur. On pensait que si un bateau, faisons une hypothèse, phocéen, parce qu'on fait l'hypothèse, deuxième hypothèse, qu'il a été construit à Phocée, ce qui reste aujourd'hui à démontrer. Mais enfin, c'est dans l'ordre du possible. Traverse la Méditerranée, on pense que c'est pour exporter des choses que Phocée a produites. Et d'où, par exemple, moi j'ai passé des heures quand j'étais en début de recherche ou quand j'étais à la fin de mes études d'étudiant à Montpellier, de travailler sur la céramique phocéenne, la céramique grise, etc. Bon, certains d'entre vous ont affronté ces problèmes-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la plupart de ce qu'on appelle la céramique grise ou la céramique phocéenne, entre guillemets, est une céramique qui a été produite en Occident, en particulier dans le milieu de la France, en particulier pas seulement à Marseille, et qu'elle n'a pas été fabriquée à Phocée du tout. Est-ce qu'il y en a eu fabriqué à Phocée? Aujourd'hui, on n'a pratiquement pas la preuve d'une production dont on peut dire ça a été... Bon, à Corinthe, on a de la production qui vient de Corinthe. On est sûr qu'il y a des ateliers à Corinthe qui fabriquaient une certaine céramique qu'on appelle corinthienne. Là, ça marche. Mais à Phocée, ça ne marche pas. Ça ne marche pas peut-être parce qu'on n'en sait pas assez. Peut-être plus tard, on trouvera quelque chose. Mais il y avait des bateaux phocéens qui sont un peu comme ces cars, mais maritimes cette fois-ci, et qui transportaient des choses. Et qu'est-ce qu'ils transportaient? Ils transportaient du vin de Lesbos. Lesbos, c'est une île qui est devant Phocée. Du vin de Chios. Chios, c'est une autre île qui est devant Phocée. Du vin de Samos, une autre île qui n'est pas trop loin. Du vin de Clazomène, qui est une ville proche de Phocée, mais de l'autre côté d'une péninsule. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on a des amphores, et on va y venir tout à l'heure, dont on sait raisonnablement, par les fouilles cette fois-ci, qu'elles ont été fabriquées à Samos, à Chios, à Lesbos, à Clazomène. Alors là, vous voyez que l'arrivée du discours sur les amphores a changé déjà la donne, parce qu'une amphore, c'est quelque chose qui transporte un produit. Ça peut être du vin, ça peut être de l'huile. Bon, c'est compliqué là aussi quand on entre dans le détail, mais ça transporte quelque chose. Et donc là, et si on arrive à identifier où l'amphore a été fabriqué, difficile de penser qu'à Samos, on fabrique une amphore pour transporter du vin de Sardaigne, je veux dire. Bon,
c'est évident. C'est évident. Voilà. Alors, à ce moment-là, je continue. Ça, c'est simplement un pense-bête pour moi, pour vous dire que quand même, on parle de transport maritime. Il faut penser que, dans cette époque-là, il y a beaucoup de transport terrestre. Le transport terrestre, c'est le cheval qui est le symbole de l'aristocratie, qui est la puissance, parce que la puissance terrienne, elle se manifeste aussi à travers la possession des chevaux. Bon, ça, aujourd'hui, je n'en parle pas. Mais, vous voyez, il y a toujours cette opposition, et ça, ici, vous êtes bien placé pour le vivre, une opposition entre les gens qui circulent et qui naviguent et les gens qui sont des sédentaires qui travaillent la terre. Maurice Lelanoux, que j'ai connu, avait fait une belle thèse en 1937 qui s'appelait « Pâtres et paysans de la Sardaigne ». C'était une autre opposition, parce qu'il y avait une mobilité terrienne. Les pasteurs, hein, c'est la transhumance. Bon, c'est un peu comme les circulations maritimes. C'est des gens qui se déplacent, mais selon des chemins, qui sont les drailles, etc., qui sont un peu l'équivalent de ce dont je vous parle quand je vous parle de route maritime, mais cette fois terrestre. Mais l'opposition fondamentale, dans le monde antique, et pas seulement, il y a entre les gens qui bougent et les gens qui ne bougent pas. Alors aujourd'hui, cette distinction, elle n'a plus tellement de sens parce que, d'une certaine manière, tout le monde bouge dans d'autres contextes. Bon. Mais dans les sociétés dont on parle, c'est majeur. Alors, évidemment, pour tout ce qui est maritime, il faut commencer par la base, c'est-à-dire par le bateau. Parce que peut-être le plus gros chantier aujourd'hui qui reste devant nous et devant vous, je dis aux jeunes qui sont ici, c'est qu'on est d'une nullité crasse pour ce qui est une cartographie des chantiers navals dans l'Antiquité. Qu'est-ce qu'on sait? Où étaient construits les bateaux? Et par qui? Pour le siècle dont je parle, on sait 3 fois rien. Non, bon, il y a un texte qui dit qu'à Corinthe, il y avait un constructeur de bateaux célèbre. Bon, d'accord. Ça fait un point sur la carte de la Méditerranée, ça va pas loin. J'oublie peut-être quelque chose, ou je suis peut-être ignorant sur un ou deux détails, mais pas sur 50. Donc ça, c'est une grosse carence, parce que pendant longtemps, on n'avait même pas du tout de bateaux. Et puis, dans les années 60, on a commencé à trouver des épaves. Des épaves, comme vous le savez, ce sont des bateaux qui ont coulé, pour la chance des archéologues, mais pas pour ceux qui étaient à bord. Et ces bateaux, mon ami Patrice Paumet, qui était à Aix-en-Provence et qui a disparu il y a 2 ans, a fait énormément progresser la recherche par le travail technique sur les épaves, et non pas sur la cargaison, j'y viendrai. Hein. Il faut bien distinguer dans un bateau, ce qui est intéressant, c'est à la fois le bateau et la cargaison. Moi, je dirais que le bateau est presque plus important que la cargaison, alors que très souvent, on travaille sur les cargaisons. Parce que si un jour, vous arriverez à identifier le lieu où le bateau a été construit, ça nous donne déjà un point de départ important. Eh bien, dans les dernières années de sa vie, Patrice Paumet me confiait qu'il n'arrivait pas, par exemple, à distinguer un bateau grec d'un bateau étrusque. Parce que tous les bateaux qu'il avait, et il était arrivé brillamment à démontrer qu'il y avait un chantier naval à Marseille à la fin du VIe siècle, avec cette technique de bateau cousu, c'est-à-dire que les plaques du bordé que vous voyez ici étaient non pas assemblées par Tenon et Mortaise et par la charpenterie traditionnelle telle qu'on l'a connue pendant des siècles ensuite, mais cousues, c'est-à-dire avec, je dirais, un fil qui passe dans des trous et qui relie chacune des planches du bordé du navire. Mais ça, c'est une technique qui est bien connue au VIe siècle maintenant, grâce à ses travaux. Mais tous les exemples qu'on a, surtout en Méditerranée occidentale, sont comme ça. Donc on ne peut pas opposer une technique, et par exemple, on ne peut pas dire les bateaux étrusques n'étaient pas cousus, ou bon, ces bateaux
comme on est à Marseille, on pense que c'est grec, évidemment, fin 6e. Mais vous voyez qu'on est dans un stade très embryonnaire de la connaissance. Mais, encore une fois, quand j'étais étudiant, ça vous paraîtra bien loin à juste titre, on était même incapable de poser ce type de problème. La première épave, elle est trouvée à Antibes en 1967. Et à l'époque, on commence à avoir quelques renseignements sur la cargaison, c'est-à-dire sur les objets qui sont récupérés, mais on ne sait pas fouiller les bateaux. On sait récupérer. Et ça, c'est un autre aspect de la recherche qui a été pendant longtemps une recherche, je parlerai un peu des nécropoles, j'espère, tout à l'heure, une recherche prédatrice. On trouve quelque chose, on prend les objets et on s'en va. Certes, les objets, ils nous apprennent des choses, même si ce n'est pas des messages simples. Mais le bateau, on l'oublie parce que c'est compliqué de faire d'étudier un bateau même à 20 mètres de profondeur. Ne parlons pas des grandes profondeurs. Tout récemment a été trouvé dans le canal d'Otrante, c'est-à-dire au bas de la mer Adriatique, un bateau corinthien antérieur au milieu du 7e siècle, à 780 mètres de profondeur. Alors vous me direz comment on l'a trouvé, parce qu'il y a un pipeline qui doit passer par là pour relier l'Albanie à l'Italie, pour un transport de gaz. Et évidemment, sur le parcours, ils ont trouvé des objets qui sont des objets corinthiens. Et donc, on est sûr qu'à cette profondeur-là, ils ne sont pas arrivés là par hasard, et que donc, il y a un bateau qui a coulé. Mais le bateau, on ne l'a pas retrouvé encore. Alors on me dira, à 780 mètres de profondeur, dans le naufrage, le bateau a pu partir d'un côté et les objets de l'autre. En tout cas, ça reste une question ouverte. Alors, il y a bateau et bateau. Bien entendu, en Sardaigne, dès la fin du IXe siècle, il y a des tas de représentations de petites barques de bronze, qu'on appelle des navicelles, certains d'entre vous le savent, qui sont offertes dans les sanctuaires en Sardaigne, mais qu'on retrouve partout. Il y en a des centaines et des centaines. Avec des têtes d'animaux, avec des représentations d'animaux sur les bords, et on en retrouve quelques-unes à l'Étrurie aussi. Bon. Bien entendu, il y a ceux qui pensent, et j'ai quelques amis sardes qui ont cette faiblesse, que ça veut dire que les Sardes naviguaient. Alors, oui, ils naviguaient avec des barques. Alors, c'est certain qu'ils étaient capables d'aller à l'île d'Elbe, d'aller en Corse probablement, d'aller sur la côte étrusque, mais de là à aller au fond de l'Espagne ou au Proche-Orient, c'est autre chose, quoi. Bon. Donc là, il faut aussi distinguer le cabotage de la navigation. C'est vrai que les Phéniciens ont été les premiers à avoir cette capacité d'affronter la haute mer, et j'ai essayé de vous le montrer pour le passage de la Crète à la Sicile. Alors, un autre problème qui interfère, parce que tout interfère, c'est pour ça que je vous fais un discours où j'essaie d'utiliser des mots simples et d'être le plus clair possible, mais en même temps, pour que vous preniez conscience de la complexité du thème, il y a différents plans. C'est comme les étages d'une maison. On est obligé d'aller les voir à tous les étages si on veut comprendre la maison. Les implantations. Tout à l'heure, je disais les villes, les ports, les débarcadères, les emporias, etc. On a souvent pensé, quand on parle de fondation des villes, ah oui, les Phéniciens fondent des villes, ou les Grecs surtout fondent des villes, en Sicile en particulier, sud de l'Italie, etc. On a toujours pensé que, les Grecs, ils ont cette capacité par rapport aux autres populations, alors que ce soit les Corses, les Sardes, les Ibères, les Étrusques, etc., les populations stables, je dirais. Ils ont cette capacité de dormir dans des maisons carrées, rectangulaires, enfin ça on peut discuter, alors que les indigènes, comme on les appelle dans la littérature ethnologique, eux dorment dans des cabanes ou dans des tentes. Bon. Alors c'est oublié, et ça,
on a discuté pendant des décennies sur les fondations des villes. Alors on a des dates qui nous arrivent, un ordre qui nous arrive par tel auteur ancien, etc. Et on dit, ah, mais alors c'est 10 ans avant, cette telle ville a été fondée 10 ans avant telle autre, etc. Bon. Et puis voilà, tout le monde est installé dans sa maison, comme si on arrive sur une plage. Et puis le soir, on dort dans sa maison, puisqu'on a fondé la ville. Hein, bon. Alors évidemment, ça ne marche pas, ça, hein, parce que si vous essayez de le faire, le premier soir, vous ne dormez pas dans votre maison. Ben, vous dormez dans quoi? Vous dormez dans ça. Vous dormez dans... Alors, avec mon ami Henri Trésini, lui aussi, un autre qui a disparu récemment, à Mégara, en Sicile, on a essayé de montrer, mais avec des données archéologiques bien précises, qu'il faut distinguer 2 phases, et que les anciens distinguaient, mais... Ils ne nous l'ont pas assez expliqué. Il y a l'arrivée, les premiers qui arrivent, bon, ils font, comme le disent les textes, des sacrifices sur la plage, bon, pour remercier les dieux de leur avoir permis d'arriver sains et saufs. Hein, bon, c'est quand même la base. Et puis après, ils se mettent à réfléchir et à penser à construire, à construire dans leur tête d'abord. Hein, avant que ce soit dans la pierre, une ville. Et entre ces 2 dates, eh ben, il se passe peut-être une génération, voire plus, peut-être 30 ans. Parce que comment vous faites pour sortir une ville de 60 hectares ou de 100 hectares quand vous êtes 50 ou 80 sans moyens techniques, évidemment, et où il faut aller chercher les pierres dans les carrières, où il faut tailler la pierre, etc. etc. Bon, il y a une vie qu'il faut pour faire ça, voire plus. Et donc, nous, on a essayé de mettre au point un modèle historique qu'on appelle le modèle des campements. C'est pour ça on l'a publié en italien, donc on a appelé ça les accampamenti, mais c'est évidemment le même mot. Pour montrer que voilà, il fallait pas mélanger les 2 choses. Et là, alors, on s'y retrouve au niveau archéologique. Et on s'y retrouve aussi parce qu'on s'est aperçu que les Grecs pouvaient habiter probablement dans des cabanes au début, parce que le soir, il faut bien se protéger et dormir à la nuit quelque part. Donc, c'est pas les Grecs dans des maisons, les non-Grecs dans des cabanes. C'est plus compliqué que ça. Alors, cet arrière-plan, il faut l'avoir en tête. Voilà. Alors ça, c'est une cabane que j'ai prise sur un exemple romain, mais ça ne change pas les choses parce que les problèmes sont les mêmes. Alors voilà, fossé dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Ville qui transporte et ville qui, à un certain moment, voit partir une partie de ses habitants parce qu'il y a des problèmes, effectivement. Et puis, en 545, le fameux texte d'Hérodote qui parle de la prise par les Perses et donc de la population, d'une grande partie de la population qui préfère s'en aller. Évidemment, je vous mets Marseille en face, la Marseille d'aujourd'hui, qui évidemment, où les recherches récentes depuis 20 ans ont permis de beaucoup mieux comprendre la topographie de Marseille. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que tout à l'heure, je vais parler de Sybaris qui faisait 100 hectares, de Syracuse qui faisait presque 100 hectares, de Mégara qui faisait 60 hectares, plus tard des colonies de Sélinonte qui feraient 160 hectares. Bon, des choses énormes. Les Phocéens, ce sont aussi des Grecs, mais ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Ils viennent après les autres, hein, puisqu'on est passé de la fin du 8e et du début du 7e siècle au siècle suivant. Ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon pour fonder des villes. Ils fondent alors, on dit quand même fonder des villes, hein, parce que voilà, on a nos mots d'aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus petit. Dans le premier demi-siècle de Marseille, c'est quelques hectares, 15 hectares. Voilà. Donc, vous voyez bien que dès qu'on met le problème de la superficie sur la table, eh bien, on ne joue pas dans la même catégorie, quoi. Et donc, on ne peut pas appeler tous... Si on appelle tout ça ville, il faut bien savoir qu'on ne parle pas de la même chose. Ça, c'est important à savoir quand vous parlez d'Aléria, parce que, indépendamment de tous les problèmes qui existent sur la fondation d'Aléria, Aléria, disons, participe au modèle de Marseille, ça c'est sûr.
si cette phase telle que la raconte Hérodote est attestée. Et donc, il ne faut pas chercher certainement quelque chose, d'une part, de très étendu, d'autre part, et ça, je vous rappelle ce que je viens de dire sur les campements, en 20 ans, on ne fait pas grand-chose quand on arrive quelque part. Alors que ce soit au 8e ou 6e siècle, ça ne change pas beaucoup. Certes, au 6e siècle, on est le milieu grec collectivement, parce que les idées, outre les hommes et les produits, les idées circulent avec les hommes. Mais on n'est pas en capacité technique d'aller 10 fois plus vite. Pratiquement, parce que les évolutions technologiques entre le 7e et le 6e siècle, elles ne sont pas énormes, voire elles sont nulles. C'est pour ça que je vous montre Aléria et je vous montre la carte de Ptolémée qui fait le bilan de tout ça. Il faut avoir ça bien en tête quand on discute en disant « Ah ben on n'a pas trouvé l'Alalia phocéenne ». Qu'est-ce que ça devait être, l'Alalia phocéenne, au bout de 20 ans, si tant est qu'elle ait existé, ce qui reste possible tout à fait, mais ça peut être peut-être des traces des cabanes des premières implantations, comme celle que je voulais montrer tout à l'heure, et ça laisse pas énormément de traces, et puis il faut les retrouver. En tout cas, il ne faut pas fantasmer, et on a tous, moi y compris, vous savez, une part d'autocritique qu'il faut faire dans sa vie, toujours dans la recherche, il faut la faire en permanence d'ailleurs, et c'est certain que le texte d'Hérodote nous a fait exagérer les choses, ça c'est un thème que je développerai de même. Voilà, alors on arrive effectivement à une autre carte que je vous dois, qui est que, évidemment, alors, Aléria, c'est au milieu d'une grande plaine, ça c'est une donnée sûre, encore attestée aujourd'hui. Une grande plaine dont on a oublié souvent longtemps de dire qu'elle est en face d'une autre grande plaine étrusque, que pendant longtemps on a considéré, nos maîtres italiens et notre génération, comme un vide. Vous savez, il y a l'Étrurie du Nord, c'est-à-dire Vetulonia, Populonia, et puis l'Étrurie du Sud, Tarquinia, Vulci, Cerveteri, et au milieu, bof. Alors qu'est-ce que c'est ce bof ? C'est la vallée de l'Albania. Alors, comme par hasard, c'est la vallée la plus fertile, la seule grande vallée de la région. Mais il n'y a pas de grande colonie. Il y a Roselle, mais qui est un peu particulière, et qui n'est pas une des grandes. Et donc, on avait l'impression que c'est de dire, bon, c'est une espèce de, comme si c'était un marais insalubre. Bon. Et on sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout ça. Notre collègue de Sienne, André Zifferer, a montré que c'est sûrement une grande région de production du vin, et que peut-être la majeure partie du vin produit par l'Étrurie de cette époque vient de cette plaine. Et non pas des petites plaines de Cerveteri, de Tarquinia, etc. Donc vous voyez que ce problème des plaines... Alors ça ne veut pas dire que la plaine d'Aléria, dans la phase phocéenne, était aussi cultivée, parce que le premier soir, il faut manger, donc il faut rapidement cultiver quelque chose. Ça c'est clair. Mais de là à organiser, là aussi, c'est comme construire une ville, de là à organiser la production agricole dans un territoire vaste, comme est la plaine d'Aléria, ça met du temps. Bon. Donc, peut-être un jour, on aura des petites traces, mais il faut savoir que même pour le début de la phase suivante, qu'on peut appeler la phase étrusque si on veut, tout ça se met en place lentement, parce que d'abord, les cultures, elles ne poussent pas comme ça, vous le savez, enfin il y en a certaines qui sont plus rapides que d'autres, heureusement, mais l'occupation du sol, c'est aussi un travail qui demande un investissement collectif important. Et ça, c'est lié aussi au poids démographique de la communauté qui est là, et de sa capacité, de sa force de travail. Ce qui est une autre dimension importante. Ça, je passe pour faire... Alors, voilà. Je vous ai mis une carte... alors ça, je suis sûr que les géographes compétents... elle a déjà été imitée. Et j'ai pris, quand j'ai fait un livre sur les trafics en 1985, j'ai pris cette idée
chez un historien italien que j'ai cité, bien sûr, un grand historien italien du début du siècle dernier, Ettore Pais, et qui représente voilà, cet espace. Enfin, cette carte, elle a été redessinée, bien sûr, par la suite, mais il veut montrer comment, si on fait sauter notre code, qui est de faire les représentations avec le nord géographique en haut, hein, ce qui est une convention, bien entendu, eh bien, si on regarde les cartes en les faisant pivoter, selon le point de vue qu'on a, comme si on voyait la mer à partir d'une côte. Eh bien, vous voyez que, par exemple, quand on est sur la Sicile, à la pointe de la Sicile, où est Mozia, eh bien, on a Carthage et la Sardaigne devant la porte, je dirais. Hein. Et Carthage, par exemple, était atteignable par la Sicile, quand on venait de l'Orient, et pas par la côte africaine, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Ça allait pas de soi, apparemment, parce que dans notre représentation mentale, d'abord, il y a l'Europe et l'Afrique, et puis, là, on voit, et bien sûr, ça serait le thème d'une autre conférence, il y a beaucoup d'interférences entre la Sicile et la Tunisie actuelle à cette époque, en particulier entre le monde avec le matériel eubéen, qui est du matériel grec, parce que tout ça, c'est bien évidemment, c'est le même territoire, d'une certaine manière, puisqu'il n'y a pas beaucoup plus d'espace entre la Sicile et la Tunisie qu'entre la Corse et la Toscane. Bon. Alors, évidemment, ce type de choses, on peut le décliner tant qu'on veut, aujourd'hui avec l'informatique, mais à l'époque de Pais, et même à l'époque où moi j'ai fait le livre, on n'avait pas l'informatique et donc on ne se lançait pas dans ce type de choses. Donc il y a une vision subjective de l'espace méditerranéen en fonction de l'endroit où se trouve l'observateur. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. Alors ça, c'est un autre exemple. La mer Adriatique, si vous la regardez en faisant sauter la convention du Nord en haut, ça donne ça. Bon, on n'a pas l'habitude de voir l'Italie comme ça. Hein, ça va de soi. Alors ça, je passe là-dessus parce que ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était la route phénicienne, etc. Bon, je passe aussi sur les détroits parce que je préfère aller tout de suite sur un autre thème qui est le thème... oui, d'accord. Vous me donnez encore un peu de temps, mais non, mais je vois que l'heure passe parce que je suis trop bavard. La question des littoraux est une question fondamentale. La question des littoraux, alors, bien sûr, les géographes sont nos maîtres pour regarder les littoraux. Mais nous, historiens et archéologues, on peut les regarder aussi avec notre propre regard, qui n'est pas du tout incompatible d'ailleurs, et qui s'appuie évidemment sur la connaissance géomorphologique et géographique, mais qui essaie d'ajouter quelques dimensions. Alors, les littoraux, moi je les appelle souvent les rubans les plus fragiles de la Méditerranée. Hein. Ce sont des rubans qui courent et qui sont des points fragiles au niveau de l'environnement, on le sait de plus en plus, et qu'ils seront de plus en plus parce que tous les démographes nous disent que la population mondiale se concentre de plus en plus sur les littoraux. Hein. Là, je parle à un niveau mondial. Hein. Il peut y avoir des variations régionales ou continentales, mais c'est une tendance. Et bien évidemment, comme ils sont fragiles géomorphologiquement, je dirais, ils souffriront de plus en plus. Mais dans l'Antiquité, ils sont fondamentaux, d'abord parce qu'ils sont ce lien entre la mer et la côte, ensuite parce que c'est là, vérité de la palisse, que les fleuves se jettent. Ils se jettent dans des embouchures, et ces embouchures de fleuves sont systématiquement, presque, dans l'Antiquité, alors systématiquement, avec un petit S quand même, hein, mais enfin, presque systématiquement, lieu de petites installations. Pourquoi ? Parce que c'est souvent des endroits où, quand on navigue, il est plus facile d'aborder. Et ensuite, les vallées des fleuves sont la communication naturelle la plus commode entre la région littorale et l'intérieur.
Et donc, quand on parle en termes d'échange, et on revient à l'économie, l'échange, il consiste à aller atteindre des populations qui sont l'échange, disons, à partir d'un trafic maritime, vise à aller au contact de populations qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas forcément toutes sur la plage. D'autant plus que, parenthèse, les plages méditerranéennes ont longtemps été des lieux de malaria, hein, en particulier sur la Sardaigne et sur la Italie, il y a eu des tas d'études là-dessus, et pas seulement. Et que donc, par définition, ce ne sont pas des endroits sains, parce qu'il faut gérer les eaux. Bon, ici, je passe parce que ce sont des banalités de dire ça en Corse, parce que vous le savez tous, et que donc, c'est déjà des raisons majeures pour ne pas y être. Et la deuxième raison, c'est finalement, si la mer est un lieu d'origine de perturbation, d'agression, de razzia, eh bien, il vaut mieux être en arrière qu'être sur la plage. C'est le mythe homérique d'Ulysse qui débarque sur une plage, qui fait peur à Nausicaa et à ses amis parce qu'elles sont en train de jouer au ballon là, et puis Nausicaa l'amène chez son père qui, lui, est à l'intérieur, etc., etc. Bon, tout ça, le texte homérique, il nous donne un peu les mentalités de l'époque. Hein. Il est du 8e siècle, mais il nous donne les mentalités. Alors ça, c'est l'occasion de dire aussi que cette question des razzias, elle est fondamentale pour gérer la question des femmes. Alors on va s'expliquer tout de suite sur la question des femmes. La question des femmes, elle est fondamentale pour une raison simple, évidemment, que vous avez déjà compris. C'est que ce sont les femmes qui font les enfants. Et que dans ces communautés qui sont obsédées par une seule chose, ne pas assurer la reproduction du groupe, quel qu'il soit. Pourquoi ? Parce que sur 10 enfants qui naissent, il y en a 8 qui meurent. Alors dans ce contexte, si on ne fait pas beaucoup d'enfants, on ne s'en sort pas, on ne peut pas faire le renouvellement simple des générations. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, le grand discours sur le Tophet, lieu de sacrifice des enfants phéniciens et carthaginois en l'occurrence, ça ne peut pas tenir la route sur le plan historique. Parce qu'il n'y a aucune société de ces époques qui peut sacrifier systématiquement, hein, je parle de la théorie qui voulait qu'il y ait des sacrifices systématiques. Bien sûr, à l'occasion de certains rituels, qu'il y ait des sacrifices d'enfants, ça peut tout à fait être admis. Mais il n'est pas possible, dans un contexte de mortalité infantile très forte, de sacrifier celui ou celle qui a survécu, parce que ça serait un suicide collectif pour la communauté. Donc, les groupes qui viennent, et qui sont surtout des groupes d'hommes qui naviguent, hein, on n'a pas des données sûres là-dessus, mais on a des données convergentes qui montrent que s'il y a des femmes dans les groupes qui bougent, elles sont minoritaires. Alors il y a des femmes qui voyagent. Hein. Sappho, de l'île de Lesbos, bien connue par ailleurs, va à Syracuse, par exemple au début du VIe siècle. Bon. Mais ça, c'est une femme lettrée, etc. Bon, comme le philosophe Exophane de Colophon, qui part de Colophon, et puis qui arrive à Vélia, après être passé par la Sicile. Bon, ça, c'est je dirais, pas dire des intellectuels, mais des gens qui bougent pour leurs affaires, mais qui ne sont pas représentatifs, je dirais, de communautés entières. Donc, cette question des femmes, elle est fondamentale. Pourquoi dans les premiers mythes de Rome, il y a le mythe des Romains qui, au moment de la fondation de Rome, vont faire le rap des Sabines, hein, un grand thème repris par les tragédies d'époque classique. Parce que ils ont besoin de femmes pour l'objectif de reproduction démographique dont je vous ai parlé. Et donc, vous voyez que tout s'enchevêtre. Les fleuves pour pénétrer à l'intérieur, les fleuves pour commercer, la difficulté d'être trop proche du rivage pour se protéger. Et Thucydide, Platon et Cicéron, à leur manière, l'ont dit les uns les autres. Les villes étrusques, par exemple, elles sont parfaites, parce que Cerveteri ou Tarquinia sont assez près de la mer pour en profiter, mais assez loin pour s'en protéger. Et de fait, elles sont à quelques kilomètres. Voilà, alors, qu'est-ce que je voudrais vous... Alors ça, je décline un peu, là, ce que je viens de vous dire. Voilà, alors... Je termine par
cette question. Vous voyez ce paquet de bronze. Alors ce paquet de bronze, c'est ce qu'on appelle le Launacien. Alors le Launacien, ce sont des dépôts de bronze qui étaient ensevelis dans le Languedoc de mon enfance, dans le territoire des Élysiques, et qui ont été mis au jour pour la plupart à la fin du XIXe siècle, quand, avec la crise du phylloxéra, on a arraché les vignes. Et à peu de profondeur, la hauteur de cette table, on a trouvé des dépôts comme ça, avec des morceaux de bracelets. J'aurais pu mettre aussi des images avec des morceaux de hache ou des haches, des talons de hache de bronze. Il y en a plus d'une trentaine qui ont été publiés et qui ont été trouvés, je dirais sans les chercher, hein, comme ça. Et puis, il y en a une qui a été trouvée près de l'embouchure de l'Hérault, avec des paquets bien classés, c'est-à-dire le chargement prêt pour être embarqué, puis qui n'a pas été embarqué pour des raisons que je ne connais pas et que personne ne connaît. Alors, ce travail vient d'être publié par... tous ces dépôts ont été publiés magnifiquement par Jean Guilaine et Dominique Garcia, dans 2 volumes publiés à Montpellier récemment. Et pour ma part, j'ai essayé de prolonger leur discours pour essayer d'apporter une explication à ce phénomène-là, qui concerne un territoire, hein, celui des Élysiques, et pour y voir derrière un phénomène de razzia, c'est-à-dire que ces populations, fin 7e, début 6e, sont agressées par des Grecs et des Étrusques qui naviguent de concert probablement, comme je l'ai dit, peut-être sur des bateaux phocéens ou autres, et ils emportent tout ce qui est de métal, mais ils n'emportent pas seulement le métal. Dans ce texte qui va bientôt sortir, j'essaie de mettre sur la table l'idée que derrière, on peut avoir pour la première fois peut-être, par l'archéologie, un témoignage du trafic d'esclaves. C'est-à-dire que on emporte non seulement les parures des hommes et des femmes, parce que c'est pas uniquement féminin, hein, ça c'est, il faut casser un peu nos schémas actuels. Les bijoux ne sont pas uniquement, ou les bracelets comme ça ne sont pas uniquement portés par les femmes, et que derrière peut-être il y a des transports d'hommes et de femmes qui sont destinés à devenir des esclaves. Parce que ces sociétés-là ont besoin d'esclaves. Pour les mêmes raisons dont je vous ai parlé, ils ont besoin de femmes. Parce que quand ils n'y arrivent pas, il leur faut une force de travail. Parce que, en particulier pour cultiver la cora, ce qu'on appelle la cora, c'est-à-dire le territoire. Hein. Si on n'a pas une main-d'œuvre suffisante, c'est pas avec les quelques dizaines, même quelques centaines pour les grosses installations grecques, qu'on arrive à nourrir la population et à assurer le développement du groupe. Voilà, donc ça c'est une ouverture un peu sur le futur et qui pourrait permettre, mais tout ça va être soumis à discussion bien entendu, d'être à une autre dimension de la mobilité qu'on a longtemps méconnue. On s'en doutait depuis longtemps, parce qu'il n'y a aucune raison que le vin étrusque arrive, que des centaines, des milliers d'amphores étrusques arrivent dans le Languedoc, qui est une belle région, c'est la mienne, mais en même temps qui n'avait rien à offrir en échange. Alors, je veux dire, c'était pas de l'humanitaire, cet envoi de vin à un étrusque, et probablement on allait y chercher autre chose, de gré ou de force. Merci pour votre attention. In cerca di scambiare a volti patrioti valori a cristallo un sogno cittadella un vuli a stanciare un'idea zitella di tempo e tempo